On va faire le compte rendu du test. Ok. Comment tu t'es senti déjà pour commencer? Eh ben écoute, Avant le test. avant le test, un peu stressé. Ok. Pourquoi? Parce que je savais pas quoi m'attendre et que je savais que j'avais 5 heures de route dans les pattes. Ouais. Et voilà, comme je t'ai dit tout au début, l'alimentation, j'ai pas très bien géré puisque j'ai mangé peut-être un peu 1 heure avant. Ouais. Et voilà, après c'est l'idée de l'inconnu, savoir comment ça allait se passer. J'aime bien moi qui ai tendance un peu à vouloir maîtriser un petit peu toutes les choses, à me projeter et je pourrais pas, donc un peu d'appréhension. Mais en fait, sur le ressenti, c'est bien passé. C'est bien passé. Ce que je disais à la fin, j'aurais aimé, je pense, après c'est peut-être l'ego qui parle, mais je pense que le dernier palier, je peux aller chercher un peu plus loin. Un peu plus loin, je pense aussi. Peut-être encore 30 secondes, 1 minute, mais ouais, quelque chose comme ça. Voilà, mais en tout cas, je sais que j'ai fait max que ce que je pouvais faire en fait. Hein. Ouais. Et ça faisait un moment où je voulais le faire, parce que je l'ai vu faire un paquet de fois durant la prépa physique avec les filles au hand ou avec les gars au basket. Et moi, à chaque fois, j'étais dans un truc où je me disais, j'aimerais bien le tester quand même. Et là, je me suis dit, allez, on y va. Ok. C'est qui la bonne personne pour ça? C'est toi. Okay. Et donc, let's go. Bon, bah, parfait. Donc, on a commencé bien bas en termes d'intensité. On a commencé à 8 km/h. Ouais. On a fait des paliers de 0,8, 4 minutes de travail, 1 minute de repos et d'aller le plus loin possible. Tu as clairement donné tout ce que tu avais. On va le voir sur les données. Ok, comme on en parlait tout à l'heure hors caméra, pour moi, c'était clair que le 16 km/h, il allait pas être terminé. Okay. Tu allais faire la moitié, mais tu n'allais certainement pas aller au bout. Okay. Donc, je pense que, comme tu l'as dit, aujourd'hui, tu as donné tout ce que tu avais à donner. Donc, ce qu'on va faire pour commencer, c'est on va revoir les données qu'on a collectées point par point au niveau des données brutes. Et ensuite, je vais te montrer comment je les interprète. Ok. Donc là, pour commencer, on a la courbe de lactate, comme on l'a mesuré pendant le test. Et donc là, encore une fois, on cherche toujours 2 points d'inflexion, 2 transitions entre basse, moyenne et haute intensité. Okay. Un seuil 1, seuil 2. Et ici, au niveau du lactate, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les valeurs de base, c'est-à-dire les valeurs qui vont rester les mêmes, même si on augmente la vitesse. Okay. Donc on a fait 8,8 km/h, 9,6 km/h, et le lactate, il a fait 1,5, 1,2, 1,4. Donc il est même redescendu à 8,8. Théoriquement, même si avec le masque, on n'a pas le CO2, donc on n'a pas l'oxydation des graisses en termes de quantité, en grammes par minute, mais on peut dire que à 8,8, c'est là où tu oxydes le plus de graisse. Okay. C'est-à-dire qu'au niveau de tes substrats, tu vas utiliser des graisses et des sucres. Les sucres sont tout le temps utilisés, même à basse intensité. Par contre, il y a une intensité qu'on appelle le fat max, où tu vas oxyder le plus de graisse. C'est là où tu es le plus efficient. Lipolyse max, quoi. Voilà, c'est ça. Après, à mon avis, c'est pas nécessairement quelque chose à travailler en priorité, dans le sens où c'est pas le fait de t'entraîner à fat max qui augmente ta capacité d'oxydation des graisses. Ok. C'est juste plus de mitochondries, donc tu peux oxyder plus de graisse. Ok. Et les mitochondries, ça ne travaille pas juste au fat max. Donc, je pense que c'est une erreur que les gens ils font assez souvent, c'est se dire je veux absolument connaître mon fat max pour m'entraîner au fat max, pour augmenter mon économie et oxyder plus de graisse. De ce que je comprends, ça fonctionne pas exactement comme ça. Mais au moins on sait, en termes de référentiel, que pour toi, ça va se trouver dans ces parages-là. D'accord. Donc on a ces valeurs minimales, 1,5, 1,2, 1,4, qui sont basses malgré le fait et qui sont stables malgré le fait qu'on augmente la vitesse. Et on va prendre ça comme référence. Et en général, pour le premier seuil, au niveau du lactate, je prends la baseline plus 0,5 mmol. Donc là, on va prendre 1,4 de moyenne, plus 0,5, 1,9. On tombe pile poil dessus à 10,4. Donc moi, c'est ce que j'interprète pour ton premier seuil au lactate, c'est 10,4 km/h. Ok. Et après, on voit que ça monte petit à petit, mais ça reste assez linéaire presque comme augmentation. On passe de 1,9 à 2,1, 3,1, 4. On a du plus 1 à peu près sur ces 3 paliers. Et tout d'un coup, on passe de 4 à 6,2. Okay. Ensuite de 6,2 à 8,5 et ensuite de 8,5 à 12,4. Donc on a du plus 2,2, plus 2,3 et presque plus 4. Okay. Donc on a clairement ce changement, cette transition, cette deuxième transition qu'on recherche qui se passe au-delà de 12,8. Alors 12,8, en gros de ça, c'était l'estimation qu'on avait faite de ton seuil 2 sur la base de ton 10 km. 37 km/h, ça nous donne à peu près du 12,8 km/h. Okay. 47 minutes sur ton 10 km, ça fait à peu près du 12,8 km/h. Et donc c'est ce que j'avais utilisé comme
on va dire, baromètre en se disant tu vas certainement passer ton deuxième seuil à ce moment-là. Il s'avère qu'on est pile poil dessus. Okay, un coup de chance, c'est pas toujours comme ça, mais on savait que ce serait dans ces parages. Ok. Est-ce que tu as des questions sur le lactate, comme ça, avant qu'on avance sur les autres mesures? Donc là, de manière très concise, est-ce que en travaillant dans ma zone 1, sur les 3 zones là? Sur les 3 zones, Ok. si je dépasse pas 10,4 km/h, Ouais. je vais permettre à mon corps de mieux utiliser l'oxygène. Oui, indirectement dans le sens où tu vas augmenter ta capacité mitochondriale, entre autres, hein, c'est pas la seule chose qui augmente. Tu as plus à basse intensité, donc ta zone 1 dont tu parlais, hein, si on parle de 3 zones, basse, moyenne, haute intensité. Ouais. À basse intensité, tu vas développer plus de mitochondries, plus de capillaires. Donc les capillaires, c'est comme les places de parking à l'aéroport pour les taxis. Les taxis, c'est l'hémoglobine qui transporte les passagers et l'oxygène. Hein. Et l'oxygène, quand il arrive sur le parking, faut qu'il passe dans l'aéroport. Et à l'aéroport, c'est la fibre musculaire. Okay. Donc on a les taxis qui transportent l'oxygène et qui déchargent leurs passagers dans le muscle pour aller être utilisés pour alimenter le travail mécanique. Okay. Et donc on va avoir plus de mitochondries, plus de capillaires, plus d'hémoglobine au niveau du sang, plus de taxis pour transporter l'oxygène. Un cœur qui va devenir plus gros aussi et qui va permettre d'éjecter plus de sang à chaque battement, donc devenir plus efficient. Capacité à vasodilater au niveau vasculaire qui est plus importante. Okay. Ça veut dire que tu peux faire passer plus de sang. Ça va être les améliorations principales du travail de basse intensité. Ok. Et donc sur une performance, le travail dans la zone 1 est souvent négligé. En tout cas, c'est le ressenti que j'en ai. Moi, le premier d'ailleurs. Dans la répartition du travail dans telle ou telle zone, tu définirais ça à quel niveau d'importance? C'est important, mais c'est pas le seul paramètre qui importe. Il y a toutes ces discussions sur le polarisé, le pyramidal, qu'est-ce qui est le mieux comme distribution. Clairement, pour une performance en endurance, et je pense même pour quelqu'un qui se spécialise sur la santé, avoir une grande proportion de travail, de volume qui se fait à basse intensité, c'est important. Okay. Et si pas tout le temps, à certaines périodes de l'année, en tout cas. Je pense que trop de gens soit en font tout le temps et font que ça, soit en font pas assez. Hein. Le truc, c'est clairement trouver l'équilibre entre les deux. Il y a pas mieux entre moyenne et haute intensité. Il y a juste l'intensité dont tu as besoin maintenant. Et pour savoir ça, alors il y a plusieurs manières de le faire. Tu peux simplement périodiser dans l'année où tu as des phases plutôt polarisées, des phases plutôt pyramidales. Avec un test comme ça, et je te le montrerai après sur ton rapport, on voit là où tu es fort. Et donc, comme je te le disais avant le test, moi, je vais te conseiller de travailler à l'opposé de ça. Ouais. Alors, clairement, la basse intensité, ça reste une constante. Donc, t'en fais et tu vas continuer à en faire. Et je te dirai juste après ce que je pense que tu fais plutôt. Ok. Et on va plutôt travailler l'inverse pour venir compléter ton profil. Ça marche. Et l'idée ensuite, dans une optique de développement général, c'est d'alterner des phases pyramidales, des phases polarisées. Travailler la moyenne, la haute, la moyenne, la haute, toujours avec un fond de basse intensité. Ok. En gros, c'est la vision globale sur la planète. Ok. Ok. Ça, c'est clair. J'avais une autre question concernant la basse intensité. Elle est en train de m'échapper. C'est le fait de s'entraîner à basse intensité. Est-ce que ça va te permettre de tenir un effort plus long? Oui. Plus longuement. Oui, dans le sens où c'est là où il faut commencer si tu veux développer ta durabilité. Hein. Okay. Tes fibres, elles sont plus ou moins fatigables. On sait que les fibres lentes sont moins fatigables que les fibres rapides. Et clairement, tu peux entraîner ton corps à résister à cette fatigue en faisant des séances plus longues. Donc tu m'as dit, j'ai une sortie longue dimanche. Ouais. C'est ce genre de séances qui vont te permettre de continuer à repousser ce seuil de fatigue. Okay. Et clairement, c'est un paramètre important. Et pour la course à pied, une des choses qui est difficile, c'est toujours le volume de course, les impacts. Donc ce que j'aime bien conseiller pour ceux qui veulent augmenter cette durabilité sans nécessairement augmenter leur charge de course à pied, c'est tu fais ton heure et demie de course et après tu te mets sur le vélo une demi-heure ou une heure. Comme ça, tu complémentes ta séance de course à pied avec du volume sans te casser les genoux, c'est pas le bon terme, mais impacter, voilà. Exactement, en réduisant l'impact global. Okay. Ça, je pense que c'est une bonne approche et clairement, ça va te permettre d'endurer des efforts qui sont plus longs
Si on parle d'efforts plus longs, faut pas oublier la nutrition intra-séance et intra-compétition qui est très très importante. C'est des questions que je vais te poser après ça. Okay. Sur l'aspect santé, tout à l'heure tu disais que à basse intensité, c'est là où on consomme le plus de graisse. Ouais. Souvent, pendant longtemps, on disait que pour brûler des graisses, fallait faire que ça. Ouais. Après, j'ai entendu que finalement, la consommation lipidique, la consommation des graisses, elle rentrait dès les premières minutes d'activité. D'autres disaient que ça arrivait après une demi-heure ouais. de pratique. Ouais. On en est où? On en est où? Encore une fois, comme je le disais avant, à mon avis, c'est faux de le mettre comme objectif d'entraînement. Et je crois que les gens, ils confondent beaucoup oxyder des graisses comme substrat et perdre de la graisse. Ça, c'est deux choses complètement différentes. D'ailleurs, si on pousse vraiment les choses de manière très pointue, plus t'es fit et moins tu vas oxyder tes graisses, ta masse grasse, on va dire, externe, parce que ton corps, il devient tellement adapté que tu as des petites pochettes de graisse qui s'implantent, qui se forment entre les fibres musculaires. Parce que comme ça, tes fibres peuvent tout de suite aller chercher ça. Elles n'ont pas besoin d'aller chercher dans ton ventre pour ensuite le passer dans le sang, tu vois. Donc, c'est faux de se dire, il faut que je travaille à fat max pour brûler des graisses. Okay. Dans le sens où, oui, c'est là où techniquement tu oxydes plus de graisse, mais c'est pas ce qui va te faire perdre du gras. Okay. C'est pas comme ça que tu vas devenir maigre. Bien de le rappeler. Par contre, cela dit, en termes de santé, à mon avis, la basse intensité, c'est très intéressant parce que, on est fait pour ça en tant qu'humain. On est fait pour bouger. L'humain moyen, il y a 200 ans, c'était 6 à 8 heures d'activité physique par jour. Aujourd'hui, c'est 1 heure par jour si tu vas à la salle. Ouais. Et il y a des chances que ce soit du renfort, de l'intensité. J'ai rien contre, c'est très très bien, c'est très très important. Mais si tu fais que ça, tu es très très déficitaire en basse intensité et en conditions physiques générales. Et je le vois avec beaucoup de crossfitters avec qui je travaille, qui s'entraînent très très dur, qui sont très très fit, mais qui ont un énorme manque de basse intensité parce que ça fait pas partie de la manière dont ils voient la discipline. Et je pense qu'au niveau santé, tu peux vraiment... la basse intensité, c'est l'entraînement qui te donne le plus et qui te coûte le moins. Et donc de ce point de vue-là, si tu veux le meilleur ratio investissement et retour, c'est une des meilleures choses que tu puisses faire. Alors pour quelqu'un qui veut se développer, qui veut vraiment maximiser sa santé sans objectifs de performance pure, je te dirais, fais principalement de la basse intensité, de la moyenne intensité une fois semaine, de la haute intensité une fois toutes les 2 semaines, et fais du renforcement musculaire. Comme ça, on maximise la masse musculaire, la capacité de travail et de récupération et mitochondriale, etc. Et avec tout ce qu'on apprend aujourd'hui sur l'importance des mitochondries et à quel point elles sont centrales dans notre santé. D'ailleurs, on le voit, toutes les maladies métaboliques, le métabolisme, ça passe par les mitochondries. Et pour simplifier, on pourrait dire que nos mitochondries sont notre métabolisme. Et donc, si on n'en prend pas soin, on fonctionne pas bien. Toutes les dégénérescences métaboliques, même tout ce qui est Parkinson, Alzheimer, c'est des dysfonctions mitochondriales. C'est des dysfonctions métaboliques. Au niveau neuronal, mais au niveau corporel aussi, si tu regardes tout ce qui est le diabète, la résistance à l'insuline, etc., c'est des choses qui passent, ça passe tout en fait par la case mitochondrie. Donc à mon avis, on a tout intérêt à se focaliser là-dessus si on veut optimiser sa santé. Ok, et donc 2 autres questions par rapport à ça. La première, c'est moi en tant que pratiquant, je l'ai ressenti, mais c'est aussi un discours que j'ai souvent entendu par les personnes que j'accompagne, c'est quand je cours à basse intensité ou quand je vais trop doucement, alors d'une part je m'ennuie, et deuxièmement j'ai l'impression que ça me demande plus d'énergie parce que j'ai l'impression de ne pas être à mon rythme. Et qu'est-ce qu'on peut dire à ça? Comment on peut réussir à argumenter pour inciter ces personnes-ci à insister sur le travail à basse intensité? Je pense qu'il faut se dire dans un premier temps qu'en ralentissant certaines séances, ça veut dire que d'autres séances, tu pourras les pousser un petit peu plus. Parce que si on garde le modèle de 3 zones que tu as cité avant, basse, moyenne, haute intensité, la plupart des gens passent leur temps dans la zone 2. Pas la zone de basse intensité qu'on entend d'habitude, mais cette zone intermédiaire, cette moyenne intensité. Et c'est pas que c'est mauvais de s'entraîner là, mais si tu fais que ça, tu vas réduire ta capacité de travail à haute intensité. Que si on réduit un petit peu une partie des séances à basse intensité, on ouvre la porte à de meilleures performances à haute intensité ensuite. Parce qu'au lieu d'être tout le temps entre les deux, tout le temps à 8 sur 10, mais jamais vraiment à 10 sur 10, on va vraiment faire des séances faciles et ensuite on peut vraiment aller taper dans du dur quand il faut. Ça, je pense que c'est le premier argument.
Ensuite, pour ceux qui s'ennuient, peut-être qu'ils peuvent faire leur travail soutenu à course à pied et ils peuvent faire leur travail de basse intensité sur une autre modalité comme du vélo par exemple. Et ça peut les aider à mieux gérer leur vitesse. Mais je pense que c'est quand même important que les gens comprennent pourquoi on fait ces différents types d'entraînement et pourquoi ça ne devrait pas juste être dur tout le temps. Le but, c'est pas que ce soit dur tout le temps. Et on n'a pas besoin que ce soit dur pour que ce soit bénéfique. Ça, c'est aussi quelque chose que les gens ont du mal à percevoir, c'est que si ça fait pas mal, ça sert à rien. Vraiment rentrer dans le mode, maintenant, faut que ça fasse mal, sinon ça paye pas. Exactement. Et je suis tout pour la haute intensité. Je pense que c'est très important aussi. Mais on peut aussi trop en faire. Et on peut surtout trop en faire par rapport à notre capacité de récupération. Parce que ceux qui font que de la haute intensité tout le temps, ils pensent être à bloc, mais au final, ils sont coincés en fond de quatrième et ils n'ont jamais vraiment passé la 5e vitesse. Parce que pour passer la 5e vitesse, il faut redescendre avant de pouvoir remonter. Et ça, beaucoup de monde ne le voit pas, parce qu'ils sont tout le temps en rupteur en quatrième, donc je suis à fond. Ouais, mais en fait, ton corps, il est super intelligent, il est super bien fait, et si tu veux pousser à fond tous les jours, tout le temps, au lieu d'être à 10, tu vas vraiment être à 8. Parce que ton cerveau, il va dire non, on peut pas faire ça, sinon on va exploser. Donc on bride. Ouais. On bride et tu peux que faire du 8. Même si tu sens que c'est du 10, tu es juste fatigué et c'est du 8 en fait. Alors que quand tu commences à vraiment développer cette capacité de travail, ta récupération avec la basse intensité, là tout d'un coup tu débrides les choses et tu peux vraiment aller chercher du 10. Ok. Est-ce qu'il y a une durée minimale à tenir sur de la basse intensité? Ça dépend d'où tu commences. Quelqu'un qui en fait jamais, je te dirais, essaye de faire 3 fois 20 minutes dans la semaine. Si tu as le temps de faire en plus de ça 1 heure, c'est cool. Par exemple, pour ceux qui s'entraînent déjà en CrossFit, je vais leur conseiller de rajouter 20 minutes avant ou après 3 séances dans la semaine et de faire une séance dédiée à ça. Ok. Donc ça fait déjà 2 heures au total. Mais si ça paraît trop, fais moins. Commence avec 3 fois 20. Et ensuite, chaque semaine, tu rajoutes 5 minutes à une des séances. Le but, c'est pas non plus d'arriver à 10 heures par semaine. Ça dépend bien sûr de ton sport et tes objectifs. Mais je pense que c'est toujours une question pour répondre à la question, il faut se dire où en suis-je aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait comme volume de basse intensité ces 4 dernières semaines? Et ça, c'est ta base de travail. Si tu n'as rien fait, tu commences tout petit. Si tu en fais déjà 3, peut-être tu en fais 3,5. Peut-être que tu gardes 3, mais au lieu de faire 3 fois 1, tu fais 2 fois 45 plus 1 fois 1h30. Okay. Donc il y a différentes manières de moduler et de progresser la basse intensité, mais ça va vraiment dépendre de ton niveau actuel. Ok, et la dernière question par rapport à ça, c'est comment, si tu n'as pas fait les tests comme moi je viens de faire là, comment définir ton seuil de basse intensité? De manière simple, sans forcément du matériel, c'est possible ça ou pas? C'est possible, oui. Okay. Tu peux travailler au ressenti. Ouais. On en parlait tout à l'heure hors caméra aussi. Il y a assez de médailles olympiques qui ont été gagnées avec un chronomètre et du ressenti. Ok. C'est pas indispensable d'avoir des données physio. Et de tout ce que je peux trouver à l'heure actuelle, le ressenti est tout aussi fiable, voire plus, que certaines mesures physio. Dans plein de contextes différents. C'est vraiment très très intéressant. Et de ce côté-là, pour la basse intensité, je préconise principalement du 2 à 3 sur 10. C'est très facile. Des gens qui sont très entraînés en endurance, ils vont pouvoir monter à 4, peut-être même 5 sur 10 et rester à basse intensité. Mais parce qu'ils ont déjà un énorme développement derrière, 8 à 15 heures d'entraînement d'endurance par semaine, etc. depuis pas mal de temps. Donc pour la majorité des gens, basse intensité 2 à 3 sur 10 en difficulté. Et de temps en temps, tu peux aller faire une séance qui tape sur du 4 à 5. Okay. Ça va pas faire de mal. C'est pas un problème de sortir de sa zone 2 ou de sa basse intensité, mais il faut juste pas le faire tout le temps. Donc moi, je commencerai avec ça. Si tu as un cardio-fréquence-mètre, c'est ce que j'allais dire. Si tu as un cardio-fréquence-mètre, va courir ou faire du vélo 1 heure ou 45 minutes, c'est égal, une séance bien constante. Tu choisis une allure ou une vitesse ou un wattage. Tu restes constant toute la séance. Okay. Et tu mesures ta fréquence cardiaque et tu compares ta FC à la 10e minute, une fois que tu es chauffé et que ta FC est montée, et à la fin de ta séance. Et idéalement, il ne devrait pas y avoir de différence, ou très très peu. Si ta FC est montée de 5 ou de 10 battements en 45 minutes ou en 40 minutes, c'est certainement que tu es un petit peu trop vite. Alors, cette dérive cardiaque, elle nous indique qu'on n'est pas dans l'état stable qu'on recherche. Et ça, c'est un indicateur qui peut être utilisé. Et si ensuite tu croises les deux, RPE sur ta séance plus la dérive cardiaque, tu as déjà 2 très très bons indicateurs qui vont être majoritairement justes et qui vont te permettre de t'entraîner de manière cohérente sans avoir fait de test auparavant. T'as un pourcentage de la FC max?
peut correspondre à la zone 1 ou pas? Non, parce que ça va varier avec chaque personne, ça va varier avec chaque modalité. Un exemple très très concret, sur tous les tests que j'ai fait sur les crossfitters, si je prends leur FC max que j'ai mesuré pendant le test, même pas la valeur calculée mais mesurée, leur seuil 1, donc leur transition entre la basse et la moyenne intensité, il se trouve entre 55 et 85%. Ouais, comme je vais me dire, c'est pas une fourchette, c'est un rapide. c'est ça, okay. C'est assez large. Et donc le 70% ou le 75% de FC max qu'on entend souvent, c'est juste basé, c'est véritablement 70% plus ou moins 15 battements. Donc, parce que mais on oublie de mettre la fourchette d'erreur à côté en général. Et le problème avec des valeurs fixes en pourcentage, c'est que si tu t'entraînes bien, tes seuils ils vont bouger. Ta FC elle va évoluer. Et ça, c'est pas pris en compte dans un pourcentage. Donc je pense que le pourcentage, il faut le mettre à la poubelle. Très 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 vite, il faut commencer à s'écouter un petit peu plus et à baser sur le ressenti ou encore une fois la dérive cardiaque qui est beaucoup plus intéressante qu'une valeur de FC précise. Ça c'est lourd. Ok. On continue? Allez. Donc là on avait le lactate, on va regarder les moxis. Donc tu avais le moxi 1 sur le quadri, le moxi 2 sur l'ischio et le moxi 3 sur l'avant-bras. Ok? Donc là on cherche encore une fois les changements de tendance. Il n'est pas ultra clair sur celui-là, mais je te montrerai la courbe simplifiée après. En gros les pics c'est les minutes de récup et les plateaux entre c'est quand tu es dans ton intervalle de travail. Clairement là on voit deux intervalles qui montent un petit peu et ensuite ça commence à descendre. Et on en voit 2-3 ici en bas qui sont presque tout en bas. Okay. Sur le deuxième, sur l'ischio, c'est un petit peu différent. Ça monte, ça monte, ça monte. Et à partir de 10-4, ça commence à descendre. Et pareil, on a 3 intervalles là qui sont presque tous les mêmes et presque tous aux mêmes valeurs minimales. Est-ce que ça a un rapport avec la force du groupe musculaire en question ou pas? Non. Parce que tu as quelque chose entre le quadri et l'ischio? C'est quelque chose comme ça. Vu que les valeurs, elles sont différentes entre le quadri et l'ischio, je me dis, qu'est-ce qui explique cette différence de valeur en fait? Alors, je pense que sur l'ischio, pour être tout à fait honnête, ça a aussi à faire avec l'amplitude de ta foulée. Parce que plus tu vas aller vite, et plus ton ischio va être sollicité. Et clairement, quand tu vas doucement, ton ischio il n'est pas beaucoup sollicité par rapport à ton quadri. Donc dans ce sens-là, ça a du sens que l'ischio, il s'active un petit peu plus tard sur cette courbe. Ok. Là où c'est vraiment très très clair, surtout sur la partie haute intensité, c'est l'avant-bras. Je t'en avais parlé avant le test. C'est-à-dire que à haute intensité, ton corps peut plus stabiliser les choses. Si on revient un cran en arrière, basse intensité, ton muscle il gère la charge de travail en autonomie, si tu veux bien. Au niveau cellulaire, on l'a vu avec le lactate, tu vas recycler plus de lactate que ce que tu produis. Et donc tu arrives à maintenir cet équilibre au niveau musculaire, au niveau local. Une fois que tu passes à moyenne intensité, le muscle peut plus tout faire tout seul, parce qu'on produit, on a vu, on produit trop de lactate, on n'arrive pas à tout recycler, donc on passe le témoin au reste du corps. Donc maintenant le lactate va passer dans le sang, c'est pour ça qu'on mesure l'augmentation, et les autres muscles vont venir aider pour oxyder ce lactate et pour rétablir l'équilibre. Et ça, ton corps, il va pouvoir le faire jusqu'au deuxième seuil. Une fois que tu dépasses le deuxième seuil, que tu passes de la moyenne à la haute intensité, tout fout le camp. On n'a plus assez de ressources pour alimenter l'effort, donc ton corps il va chercher là où il peut. Et vu qu'il est encore une fois très très bien fait, tu as besoin d'oxygène dans les jambes, donc il va chercher l'oxygène dans les muscles que tu n'utilises pas, des bras par exemple. Et là on le voit clairement sur l'avant-bras, avec ces 3 derniers paliers qui désaturent de manière très très drastique ici, avec même ton dernier palier, je t'avais dit, qui prédit le fait que tu vas pas finir le prochain. Alors qu'avant on est plutôt sur du plat ici, tu vois, entre 10,4 et 12,8. On est plutôt sur des valeurs qui sont assez stables, alors que là, ça commence clairement à dégringoler. Et c'est ça qu'on cherche à identifier sur ces différentes courbes et ces différents points de données, c'est des changements d'état. Des changements d'état internes, c'est ce qu'on mesure. Et encore plus clair sur celui-là, c'est ce graphique qui prend la moyenne sur les 2 dernières minutes du palier. Et donc on a le quadri et l'ischio ici en violet et en gris. Et en rose, on a l'avant-bras. Et clairement, on voit ces 4 paliers ici jusqu'à 10,4 qui sont plutôt stables. Là, ça commence à descendre. Et clairement, ici, on a la courbe qui descend jusqu'à 0. Donc, là, on a on va dire 4 points de données, parce qu'on a les 3 moxis plus le lactate qu'on a vu avant, qui viennent tous correspondre avec un premier seuil à 10,4
et un deuxième seuil à 12,8 qui en plus, encore une fois, correspond à notre estimation de terrain. Ouais. Hein, tu avais parlé de comment est-ce qu'on peut trouver le premier seuil sans matériel. Le deuxième seuil, comme on l'a fait pour toi, une bonne estimation du deuxième seuil, c'est ton allure, ta meilleure allure au 10 km. Tu fais un 10 km et ton deuxième seuil va pas être loin de cette allure-là. D'accord. Et donc quand tu sais que si tu es en dessous de cette allure, tu es à moyenne intensité, en dessus à haute intensité. Il y a quelques nuances là-dedans, mais de toute façon, les seuils, ils sont pas faits pour être tannés. Faut pas juste te mettre proche. Tu as un seuil à 12,8. Faut pas faire toutes tes séances de seuil à 12,8. Hein, c'est pas le but. L'idée, c'est que c'est dans ce contexte-là, avec ce protocole, c'est le point de transition qu'on a trouvé. Donne-toi un petit peu de marge, travaille un petit peu en dessous et essaye de faire monter, pousser les choses, mais indirectement, sans être tout de suite dessus. C'est assez ouf hein, quand même la corrélation entre les différents points de repère. Ouais. C'est aussi vrai par rapport à ce que je disais tout à l'heure, le fait qu'on ait échangé avant sur les estimations verbales que j'ai pu te donner, où tu as pu déjà me prédire un petit peu en avance le potentiel résultat et le résultat du test, quoi. Donc non, c'est vraiment assez ouf. Ensuite, si on passe sur, juste que je les retrouve, tes données de test. Donc là, on regarde les résultats du bilan. Donc ça, c'est toutes les données qu'on a vues avant, mais toutes mises ensemble. Okay. VO2 pic, pourquoi pic et pas max? Parce que max, techniquement, c'est mesuré sur un test continu. Et une VO2 max est déterminée sur plusieurs critères, mais notamment si tu continues à augmenter la vitesse, mais que la VO2 reste plate. Tu atteins un plateau de VO2. Okay. Techniquement, dans la littérature, ça c'est de la VO2 max. Sur tout autre format de test, c'est une VO2 pic, c'est simplement la VO2 max que tu as exprimée sur ce test ou sur cet entraînement. D'où la terminologie. Donc 53 de VO2 max, ça se mesure en millilitres par kilo par minute, millilitres d'oxygène consommé par kilo de poids de corps par minute. Le lactate max que tu as atteint sur le dernier palier, 12,4 millimoles. Encore une fois, en isolation, ces chiffres ne veulent pas dire grand-chose. Ce qui est intéressant, c'est de les comparer à la tendance globale et aux valeurs sous-maximales. FC max 179. C'est possible que tu ailles plus haut sur un autre entraînement, s'il fait plus chaud, si tu es un petit peu plus frais, etc. Donc c'est clairement la FC max sur ce test. Okay. Et on le voit, dernier palier complété, 15,2. Donc tu as fait, comme on a bien calibré le test, du fait que tu as fait tes 10 paliers. Donc, encore une fois, les 10, c'est pas un objectif, c'est une moyenne sur la totalité des tests que je fais pour avoir le plus de données possible sans passer ta journée à faire le test. Hein. Parce qu'on peut avoir 20 paliers, mais c'est juste que le test va te prendre 2 heures. Et après, on a d'autres considérations, alimentation, ce genre de choses qui vont devenir problématiques. Donc, là, on a compromis, si tu veux, avec ce nombre de paliers sur cette durée-là. Okay. Les différents seuils, donc seuil 1, 10,4, seuil 2, 12,8, une VO2 max à 4 litres minute, et donc 53 millilitres par kilo par minute. Et là, on a ce qui est, à mon avis, plus intéressant encore que la VO2 pic ou max, c'est le pourcentage du max au seuil 1 et au seuil 2. Okay. En se disant que si on veut améliorer ses performances en endurance, on veut faire monter ces pourcentages le plus possible. Okay. Voilà. Donc là, on a 75% au seuil 1, 87% au seuil 2. Et les priorités de travail que je t'ai mis, c'est clairement moyenne intensité. En deuxième priorité, basse intensité. Troisième priorité, haute intensité. Okay. Parce que ça t'en fait déjà pas mal. Ok. Je pense. Je sais pas. Fractionné, haute intensité. J'essaye de répartir, mais je pense que mes séances longues sont trop rapides. Ouais. Et mes séances de fraction, je fais pas de séance au seuil. Ok. Je fais pas de séance au seuil, je fais soit sortie longue, soit du fractionné. Voilà. Donc tu fais ça et tu fais ça. Ouais. C'est ça. Donc je fais pas de séance au seuil à proprement dit. D'où la recommandation de travailler ici. Donc entre 10,4 et 12,8. C'est ça. Ok. Au niveau des différents systèmes respiratoires, cardiovasculaires, métaboliques, on a un bon équilibre global. Il n'y a pas de faiblesse ou de point faible qui ressort vraiment. Niveau respiratoire, on a fait ton test de spirométrie. Donc on a vu un 5 litres 6 au niveau de ton volume, 4 litres au niveau de ta puissance expiratoire. On est dans les normes, 106%, 93%. Après, ce qui m'intéresse plus, comme je te le disais, c'est comment tu utilises ce volume. Okay. Donc là, on garde au niveau de la coordination, ta fréquence en bleu ici à chaque palier, ton volume courant, donc le volume moyen de chaque respiration à chaque palier aussi, et
Moi, ce que je cherche, c'est toujours essayer de viser 80% ou juste un petit peu en dessus de ta puissance expiratoire Ok. sur un effort dynamique. Donc j'aimerais bien te voir ventiler 3 litres 2, en tout cas 3 litres sur tous les paliers. T'en es pas loin. Hein, tu es à 2,6, 2,7, 2,8, mais tu pourrais augmenter un petit peu ton volume et baisser un petit peu ta fréquence respiratoire. Et à mon avis, il y a plusieurs avantages à opérer de cette manière. Déjà, ta fréquence respiratoire, elle est couplée à ta perception de l'effort. Ok. Donc si tu respires moins vite, tu as l'impression de travailler moins dur. Et si tu as l'impression de travailler moins dur, ton cerveau, il va penser que tu travailles moins dur. Ok. Et ça, c'est une bonne chose de manière générale pour ton aisance dans l'entraînement. Ensuite, on a aussi le fait qu'en respirant un peu moins vite et un peu moins, tu vas avoir un peu plus de CO2 qui reste dans le système. D'accord ? L'inverse, ce serait d'hyperventiler comme si tu soufflais sur un feu. Après, tu as mal à la tête parce que tu n'as plus assez de CO2 dans le système. L'inverse, si tu réduis un peu ta respiration, on va avoir plus de CO2 en interne. Et ça, c'est une bonne idée pour plusieurs raisons. Notamment parce que tout ce qui est du transfert de l'oxygène sur l'hémoglobine et ensuite pour passer dans le muscle est plus fluide, fonctionne mieux quand tu as plus de CO2. D'accord. C'est-à-dire que c'est un peu... L'analogie que j'aime bien prendre, c'est un peu... quand tu as beaucoup de CO2 dans le système, c'est comme si le taxi n'avait plus de porte. Donc les passagers peuvent très très vite sortir du taxi. Ok. Alors que si tu hyperventiles et que tu as très très peu de CO2, c'est comme si les portes étaient fermées à clé. Très très dur pour le passager de sortir du taxi. Tu mets la fenêtre, quoi. Exactement. Ok. Donc, un conseil sur la respiration, ce serait essayer de respirer un peu moins vite. Donc réduire ta fréquence respiratoire en augmentant ton volume respiratoire. Ok. Et ça, tu peux le travailler en couplant ta respiration à ta foulée, par exemple. On voit qu'à basse intensité, tu es autour de 80, pas par minute, enfin 160, 80 foulées par minute. Okay, ce qui fait que tu pourrais réduire facilement ici à 20 au niveau de ta fréquence respiratoire. Et là, je suis à combien ? Tu es à 24, 25. Ok. Donc, tu pourrais réduire à 20 et toujours rester couplé à ta foulée. Ok. Donc si tu es à 20, on va être à du 4-4. Donc tu fais 4 pas sur l'inspiration, 4 pas sur l'expiration. Et tu arrives à rester à tes 160 de cadence et à tes 20 respirations par minute. Ok, 4-4, et peu importe le rythme. Ouais, en gros, quand tu es à basse intensité, Basse intensité. tu inspires sur 4, tu expires sur 4. Ok. Et c'est une manière de conscientiser la respiration et l'effort et de rendre l'effort un petit peu plus facile. Est-ce qu'il existe selon toi des programmes de respiration spécifiques sans courir qui peuvent te permettre d'améliorer ça ? À mon avis, le mieux pour devenir meilleur là-dessus, c'est de travailler ça. Après, il y a des programmes respiratoires, d'ailleurs j'en propose, sur le travail respiratoire dissocié pour améliorer son contrôle respiratoire. Parce qu'à mon avis, c'est ça qui est le plus déficient chez les gens, c'est la conscientisation et la conscience respiratoire. Ok. Contrôle respiratoire de base. On est complètement détaché de notre corps, on ne sait pas s'écouter et on ne sait pas respirer non. Et on ne sait même pas qu'on peut décider comment on respire. Je pense que c'est ça le pire. C'est que on a la possibilité de manipuler la respiration. C'est une des choses qui est fascinante avec la respiration, c'est que si tu réfléchis pas, ton corps il fait ce qu'il faut. Hein, ça fait partie de ton système nerveux autonome, ça fonctionne tout seul. Parce que si tu respires pas, tu meurs, c'est vieux. Mais dès le moment où tu décides de prendre contrôle de la respiration, maintenant c'est toi le chef. Et c'est toi qui fais ce que tu veux avec ta respiration. Et il y a un monde, un univers dans la respiration qui est, à mon avis, complètement sous-exploité. Et j'applaudis ceux et celles qui se lancent dans des formations, que ce soit Wim Hof, Oxygen Advantage, Poteiko et d'autres. Il y a plein de méthodes très très intéressantes, mais à mon avis, il ne faut pas oublier que toutes ces choses-là, c'est des méthodes et que on peut vraiment faire énormément de choses différentes avec la respiration. Ça prend des heures pour faire le tour. Donc ça vaut la peine de s'attarder sur qu'est-ce que je peux faire pour manipuler ma respiration, dans quel contexte est-ce que c'est bénéfique. Au niveau mécanique, comme on l'a vu, on peut entraîner son diaphragme et ses muscles respiratoires pour être plus endurant, plus résistant à la fatigue aussi, en sachant qu'à haute intensité, ton diaphragme et tes muscles respiratoires consomment jusqu'à 15% de ta VO2. Okay. Donc 15% de l'oxygène que tu consommes est consommé par ton diaphragme et les muscles intercostaux et les autres muscles respiratoires accessoires. Donc si tu peux augmenter l'économie et l'endurance de tes muscles respiratoires ne serait-ce que de quelques pourcents,
bah, tu as potentiellement plus d'oxygène à dédier à ta performance directement. Ok. Donc oui, on peut entraîner la respiration et j'encourage tous ceux et celles qui se sentent restreints par leur respiration à au moins ouvrir cette porte et aller voir ce qui se passe de l'autre côté, parce qu'il y a vraiment plein de choses qui peuvent aider beaucoup de gens, notamment les gens qui sont soit asthmatiques, soit qui sentent que la respiration est un de leurs facteurs limitants lors d'un effort physique. Donc une autre question par rapport à ça, c'est est-ce que l'entraînement, est-ce que le fait de respirer par le nez ou par la bouche, ça va avoir un impact sur tes performances en course à pied ou sur un effort d'endurance? Alors, est-ce que ça va avoir un impact direct sur tes performances? C'est difficile de répondre directement à la question. Cela dit, à mon avis, dans la majorité des cas et la vaste majorité du temps, on devrait respirer par le nez. À moins que tu parles ou que tu manges, tu devrais respirer par le nez. Quand tu es à haute intensité, est-ce que c'est possible de respirer par le nez? Oui. Est-ce que c'est efficient? Non. Okay. Parce que le canal nasal est beaucoup plus petit que le canal buccal. Et à un moment donné, quand tu as besoin de ventiler 120, 150, 200 litres d'air, eh ben, le faire par une paille, c'est peut-être pas la meilleure idée. Il faut le mot carbu, quoi. C'est ça. Exactement, exactement. D'ailleurs, bah, je vais te la piquer l'analogie sur le carburateur. Ouais. Merci. Donc, la respiration nasale, c'est très très bien pour conscientiser sa respiration, pour aussi avoir un peu plus de rétention au niveau du CO2, hein, forcer à réduire un peu ton amplitude respiratoire ou ta fréquence respiratoire, le volume d'air que tu respires. Il y a des paramètres intéressants d'après ce que j'ai vu sur la sécrétion d'oxyde nitrique quand tu respires par le nez, ce qui va aider au niveau des bronches, hein, ça va aider à vasodilater au niveau des bronches, donc faire passer plus d'air, okay. Avoir. Après, de ce que je comprends, cet oxyde nitrique ne va pas se déverser en guillemets dans le sang. On a un oxyde nitrique qui opère dans la circulation. Il y a plein de... L'oxyde nitrique, c'est une famille de molécules. C'est pas juste une molécule. Et il y en a différentes molécules d'oxyde nitrique qui existent dans le corps. Une, encore une fois, sécrétée, il semblerait, quand tu respires par le nez, qui aide au niveau de la vasodilatation, ou bronchodilatation, pardon, pas vasodilatation, bronchodilatation. Et l'autre oxyde nitrique en circulation, lui, aide avec la vasodilatation. Notamment au niveau des capillaires, on a parlé de la place de Marc tout à l'heure, donc le point de transfert entre le sang et le muscle, il y a un rôle très très important de l'oxyde nitrique à ce niveau-là. Parce que, pour faire simple, le passager descend du taxi, l'oxygène sort de l'hémoglobine et rentre dans la fibre musculaire, et à ce moment-là, l'oxyde nitrique qui se trouve dans le taxi aussi, eh ben, sort également, mais lui ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire aux capillaires eh ben, de s'ouvrir encore plus, parce qu'on a utilisé l'oxygène, il nous en faut plus, donc amener plus de sang. Hein, on a cette réponse directe qui est super intéressante. Mais pour revenir sur la respiration nasale, respire par le nez autant que tu peux. À mon avis, à haute intensité, c'est pas le plus intéressant à faire. Mais autre que ça, tu devrais, sauf bien sûr si tu as une déviation au niveau de la cloison nasale, tu as de la difficulté pour ces raisons-là, essaye de respirer par le nez le plus souvent possible. Après, effet direct sur les performances, je n'oserais pas dire que tu vas gagner 5 minutes sur ton marathon si tu respires que par le nez, ou tu vas gagner tant de pourcentage de wattage en respirant par le nez. Ça à ma connaissance, ça n'a pas été investigué de cette manière-là. D'accord. Et même si ça l'était, mécanistiquement, je ne verrais pas de raison pour avoir un gain de performance significatif en respirant de cette manière-là. Mais c'est quand même intéressant de respirer par le nez la plupart du temps. Donc faire une petite sortie à basse intensité en respirant uniquement en nasal. Très bien. Une fois de temps en temps, ça peut être bénéfique. C'est clairement pas de mal. Ouais. Ok. Et sur la respiration, un dernier point, c'est est-ce que les phases de rétention, s'entraîner à pratiquer l'apnée, poumon vide ou poumon plein, ça peut avoir une utilité et un impact sur nos performances? Je dirais oui. Après une petite note de sécurité, l'apnée ça peut être dangereux, on peut faire des dégâts, on peut en mourir, donc faut pas faire le con, faut s'éduquer, faut s'entourer de personnes compétentes et faut faire les choses intelligemment. Il y a de très très bons exercices dans le livre qui s'appelle Oxygen Advantage, qui est le pire titre pour un livre jamais écrit, parce qu'il parle essentiellement du CO2 pendant toute la durée du livre. Alors clairement, s'il avait dit CO2 Advantage, les gens ils auraient dit putain, monoxyde de carbone, je vais mourir. Ils n'auraient pas lu le bouquin. Donc clairement,
au niveau marketing, ça a du sens de l'appeler comme ça. Au niveau du sujet qui est traité, c'est clairement le CO2. Et clairement, la rétention, c'est l'une des choses qui va se passer, c'est que tu vas garder plus de CO2, on en a parlé tout à l'heure. Et ça, je pense que d'avoir une meilleure tolérance au CO2, ça va te permettre de maintenir une respiration plus lente à des efforts plus intenses. Parce qu'on a... Ça, c'est pas défini nécessairement au niveau de la littérature, mais on peut conceptualiser une idée de seuil de tolérance du CO2, au-delà duquel tu dois respirer parce que tu as trop de CO2 et tu veux t'en débarrasser. Alors on pense souvent que quand on arrête de respirer 30 secondes, on sent le besoin de respirer parce qu'on manque d'oxygène, alors qu'on a plein d'oxygène. Ce qu'on a de trop, c'est le CO2 dont on doit se débarrasser pour justement faire plaisir au cerveau, revenir à ces niveaux d'équilibre. Le corps est toujours en train de chercher à maintenir l'équilibre. Et si tu peux repousser ton seuil de tolérance au CO2, tu vas concrètement pouvoir respirer moins vite et garder une ventilation qui est plus faible à un effort plus intense, comme on l'a vu avant, diaphragme, intercostaux, muscles respiratoires, jusqu'à 15% de ta VO2 à haute intensité. Si on peut réduire ça à 12 ou 11 du fait que tu respires moins fréquemment et tu as un meilleur contrôle parce que ton seuil de tolérance est plus haut, à mon avis, c'est quelque chose de positif. En plus du fait qu'avec ce CO2 supplémentaire, on a un meilleur transfert de l'oxygène dans le muscle. Donc de manière générale, c'est positif. Super bénéfique. Ouais. Il y a d'autres bénéfices à l'apnée, à mon avis. Encore une fois, c'est à investiguer et à surtout tester pour les gens. Mais commencer avec, je vais marcher et je retiens ma respiration pendant 10 pas. Ensuite, je respire normalement. Petite marche afghane. 15. Voilà, exactement. Quelque chose de très très simple. Mais faut pas commencer avec, je vais aller faire 10 minutes d'apnée sous l'eau. Hein, c'est pas par là qu'on commence. Ça marche. C'est tout pour moi là-dessus. On limite le rapport. Yes. Après, si tu as d'autres questions qui ressortent, on peut les toucher. On a vu la ventilation, perception de l'effort. Ça, c'est intéressant. On a recensé ta fatigue globale, ta douleur musculaire et ta difficulté respiratoire à chaque palier. Et c'est intéressant maintenant pour toi de faire correspondre ce que toi tu perçois avec tes seuils. Donc, tu sais que ton seuil A, il va se trouver entre 2 et 3 de RPE. Ok. Si tu fies à ta respiration, tu vas plutôt être à 2. Si tu te fies au musculaire, tu vas plutôt être à 3. Ok. Et ça va faire en sorte que toi, tu peux calibrer tes séances sur ton ressenti maintenant. Chaque personne ressent les choses différemment. Donc, il n'y a pas de juste et de faux. Ouais. Mais ça, c'est toi ce qui correspond à ta physiologie. Donc maintenant, avec ce graphique, on a la correspondance entre ta perception et ce qui se passe vraiment en interne. Et tu peux maintenant coupler les deux et savoir que quand je suis au seuil 2, je vais sentir à peu près du 5, 6 sur 10. Ce qui est un peu plus bas que la majorité des gens. Mais encore une fois, c'est pas faux. C'est juste ta perception. Mais maintenant, on a les deux qui sont mis en lien. Au niveau cardiaque, on a ta fréquence cardiaque à tous les paliers, ta récupération cardiaque entre chaque palier. À savoir que clairement, dès que tu dépasses ton premier seuil, ces valeurs-là, elles sont valables sur ces paliers-là. Ok. Mais si tu fais une demi-heure à 12 km/h, ce que tu es tout à fait capable de faire, tu vas pas être à 161 battements. Et donc, faut pas te limiter, par exemple, à 166 battements sur une séance de seuil, parce que clairement, avec la fatigue, la dérive cardiaque, tu vas être un petit peu plus haut. Ok. Idéalement, il faut faire correspondre les vitesses, ta fréquence cardiaque et tes RPE pour t'assurer que ta séance était à la bonne intensité. On veut toujours trianguler avec ces 3 P, performance, mesure de performance, wattage, allure, vitesse, une mesure physiologique, la fréquence cardiaque si on n'a rien d'autre, le lactate si on l'a ou le moxie comme on l'a vu avant, et la perception. C'est les 3 P de Steven Seiler, et à mon avis, c'est les 3 angles, les trois angles au travers desquels on peut analyser une performance. Et si tu n'as pas accès aux 3, tu as en tout cas accès à une mesure de perf et à une mesure de perception. Et c'est déjà très très bien, c'est déjà 2 sur 3. Est-ce qu'il n'y a pas une éducation à avoir sur la partie perception? Il y en a qui sont un petit peu décorrélés de leur corps ou à défaut qui ont du mal à s'évaluer. Est-ce qu'il n'y a pas, je sais pas, une méthodologie, quelque chose à essayer de mettre en place pour réussir à avoir une meilleure perception de son effort? Il faut le pratiquer. C'est-à-dire qu'il faut consciemment se poser la question, quelle est mon intensité d'effort maintenant? Quelle est mon intensité d'effort dans 10 minutes? Quelle est mon intensité d'effort à la fin de la séance? Quelle est mon intensité d'effort moyenne sur cette séance? On peut encore dissocier, comme on l'a fait pendant le test, quel est mon ressenti de difficulté au niveau musculaire,
quel est mon niveau de difficulté au niveau respiratoire. Ça, c'est documenté au niveau de la recherche. C'est quelque chose qui se fait, de dissocier et d'avoir ces deux paramètres séparément. Alors, ça te permet d'affiner, d'aller plus loin, d'être plus précis. Mais je pense que c'est vraiment une histoire de pratique. C'est se poser la question avant tout. Parce que les gens qui savent pas le faire, c'est parce qu'ils se sont jamais posé la question. Mais si tu te poses la question assez de fois, tu vas gentiment arriver à sentir les choses. Bientôt, le de 1 à 10 sera pas suffisant, il faut que tu aies des points 5. Il y a même des personnes qui vont encore plus loin et qui mettent des points 1, point 2, point 3. Et encore une fois, c'est des échelles qui sont validées, documentées au niveau scientifique. Et la perception est beaucoup plus fiable et validée que ce que les gens pensent. Okay. Les gens pensent que la perception, c'est subjectif, donc ça sert à rien. Donc il faut se fier aux data. J'adore les data, comme on le voit ici. Je suis encore plus fan de la perception que des data. Parce que c'est quelque chose qui sort d'usine. T'es construit avec. Tout le monde l'a. Et tout le monde peut le développer gratuitement, facilement. Et tu peux ensuite l'utiliser sur l'endurance, sur du renfort, sur des sports collectifs, sur ta gestion de charge, sur littéralement à tous les plans, que ce soit l'instant présent sur un effort, sur la série, sur l'entraînement de manière globale, sur ta semaine. Ça fonctionne de manière fractale. Ça fonctionne à tous les niveaux. Et donc c'est extrêmement intéressant quand tu as un concept que tu peux appliquer à plein de niveaux différents. C'est aussi une sorte de confiance finalement. Il faut réussir à se faire confiance sur ce qu'on ressent. Faut commencer par se dire, je vais commencer à me faire confiance maintenant et je vais essayer de le faire. Et au début, ça va pas être facile et au début, ce sera peut-être un peu hasardeux. Mais plus tu le fais et plus tu réfléchis sur le sujet et plus tu mets en relation les différentes séances, parce que des gens qui sont coincés à 6 sur 10 toute leur vie mais qui disent qu'ils sont à 10, j'en connais plein. Mais est-ce qu'ils se sont vraiment challengés? Est-ce qu'ils ont essayé de faire plus? En général, ces gens-là, s'ils sont encadrés et si on les pousse à faire plus, ils vont aller plus loin. Ils vont aller plus fort. C'est là où je voulais t'amener parce qu'en fait, ce que je disais tout à l'heure aussi hors caméra, c'est que à un moment donné, c'est aussi une histoire d'entraînement, d'aller dans cette zone où potentiellement on se croit pas capable de. Ouais. Et je pense que c'est aussi là où il y a une grande différence avec les sportifs de très haut niveau qui ont une capacité à aller repousser ce seuil de perception plus que monsieur, madame, tout le monde. D'aller à la limite de leur physiologie et de ne pas être limité par leur perception de la douleur ou de la difficulté. C'est ce qu'on voit, enfin c'est ce qu'on a pu voir si les personnes regardent un petit peu les Jeux Olympiques ou je revois Stéphane Diniz, c'est ça, Johan Diniz en marche à pied, qui arrive complètement arraché. Ou cette image des deux frères là anglais où il y en a un à 200 mètres de l'arrivée qui tombe par terre tellement il n'y a plus de réserve, il n'y a plus rien. Mais les étapes mentales avant d'arriver à ça, là on parle de perception de l'effort et de la capacité à repousser. Alors l'idée c'est pas, je suis pas en train de dire qu'il faut arriver jusqu'à ces seuils-là, mais c'est une éducation. C'est clairement quelque chose qui se travaille et pour les coachs qui encadrent des clients ou des sportifs, faut poser la question. Et ensuite, il faut leur montrer qu'ils peuvent aller plus loin. Faut se dire, t'es à combien là sur 10? Ah, je suis à 10 sur 10. Donc ça veut dire que tu pourrais pas faire un petit peu plus. Ouais, non, je pourrais pas faire un peu plus. Ok, bah viens, on va mettre 5 kilos sur la barre. Va te reposer 3 minutes, reviens, vas-y, fais ta série. Il passe la série. Maintenant, il peut recalibrer. Exactement. La série d'avant, c'était pas un 10. C'était un 8 ou peut-être un 9, mais c'était pas un 10. Parce que j'ai pu aller plus loin. Et ça passe par... C'est de la pédagogie en fait. C'est de l'encadrement, c'est de l'orientation, mais il faut faire attention de ne pas assigner non plus des résultats et pas dire est-ce que c'était un 5 ou un 6. Oui, forcément, il faut choisir un sûr. Et encore une fois, avec le temps et en explorant le spectre d'intensité de manière globale, basse, moyenne, haute, très haute intensité, pas tout sur la même séance, mais périodiquement et de manière stratégique, on peut amener quelqu'un à comprendre ces différents paramètres de perception. Quelle est la différence entre une basse, une moyenne, une haute intensité, un sprint max sur 4 secondes qui est un effort all out, mais qui peut être du 3 ou 4 sur 10. Parce qu'au final, c'est pas très très dur. C'est un effort maximal, mais c'est pas très très dur. Donc il y a des petites nuances comme ça, mais une fois qu'on arrive à les transmettre, c'est un outil qui est extrêmement puissant. Est-ce que ça aurait du sens de faire des séances sans aucun capteur, sans montre, juste au ressenti? Et ou à défaut peut-être prendre une montre et pas du tout la regarder et ensuite regarder si ça correspond éventuellement au test. Exactement.
ça pourrait être utile. C'est, encore une fois, tu le fais à l'aveugle, tu te fies à toi-même, et ensuite tu compares à quelque chose que tu as peut-être mesuré, comme tu l'as dit, mais en le cachant pendant la séance, parce qu'on est tout le temps comme ça. Exactement. Et les gens, ils sortent leur téléphone le matin, ils font leur HRV. Ah ouais, non, je suis en jaune, donc je vais pas faire ma séance. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein, tu es censé prendre. On l'a vu avant. Et si on parle du repos, on n'a pas la mesure de performance, mais on a la physiologie, le HRV, et la perception. Donc le questionnaire subjectif, il est tout aussi important, voire plus important que ta mesure de HRV. Le HRV, c'est très très bien, c'est très fiable, c'est bien documenté, mais il y a aussi des choses qui peuvent l'influencer directement et indirectement. Pareil pour notre perception. On me dira, ouais, mais si je suis fatigué un jour, eh ben, ma perception sera différente sur un effort donné. Bah, peut-être que c'est la manière de ton corps d'autoréguler ton intensité d'effort sur la base de comment tu te sens. Et si tu te sens pas au top, ben peut-être que ta séance que tu avais prévue à la limite de la limite, ben c'est peut-être pas la meilleure séance à aller chercher. Ou alors que ta limite aujourd'hui, elle est un peu plus basse. Donc ton corps, il va te le faire comprendre. Et ça, c'est des signaux qu'on doit apprendre à lire et à utiliser à notre avantage. Et à accepter. Et à accepter, bien sûr. Parce qu'après, si tu as dans la frustration, derrière, tu peux faire un peu n'importe quoi sur les séances qui suivent et ça dérive un petit peu. Exactement. Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres choses sur... On a les données du stride, puissance, fréquence, cadence de pas sur les différents paliers. Là, on voit les trois courbes de lactate, les trois courbes du MOXIE ensemble. On voit clairement cette tendance générale qui monte un peu, qui s'aplatit et qui descend ensuite. La courbe de lactate qui prend la tendance inverse, hein, ouais. On l'a vu. C'est vraiment un miroir entre les deux en fait. Et donc la recommandation d'entraînement de travailler plutôt là, au milieu. Ok. Parce qu'on voit que tu es allé plutôt loin, hein. À haute intensité, tu as fait 3 paliers là. Mais ça commence à devenir un peu coincé là, entre les deux seuils. Donc on va venir travailler là, tempo, seuil, pour repousser ce deuxième seuil. Et ce qui va se passer avec ta courbe, c'est qu'elle va s'aplatir. Elle va s'aplatir et repousser vers la droite. Ce qui fait que si tu fais bien ton travail, dans 3 mois, dans 4 mois, tu pourras tenir du 13-6 de manière continue, sans trop de difficulté, alors qu'aujourd'hui, tu es déjà dans de la haute intensité à cette vitesse-là. Alors je vais faire le mec qui novice. Ouais. C'est quoi une séance au seuil? Ouais. Alors, avant de faire des séances au seuil, je commencerai avec du tempo. Donc, sur un modèle à 5 zones, les gens appellent ça la zone 3 ou du tempo. En général, ça va être du travail qui est légèrement difficile au niveau musculaire, mais avec une faible contrainte au niveau respiratoire. C'est-à-dire que tu sens les jambes qui chauffent un petit peu, mais tu n'es clairement pas hors de souffle. Okay. Tu peux continuer à avancer. Et là, en course à pied, on est sur peut-être des blocs de 8 minutes pour commencer. 2 fois 8 minutes. On peut progresser sur du 10 minutes, 3 fois 10 minutes. En vélo, on peut faire un peu plus de volume. Donc, on peut commencer sur du 2 fois 10. Les crossfitters avec lesquels je travaille, ils montent jusqu'à 3 fois 20 minutes, 2 fois 30 minutes. Les cyclistes entraînés, ils vont monter jusqu'à 3 fois 30 minutes, 4 fois 30 minutes sur du travail soutenu. Mais tu en as toujours un petit peu sous le pied. Tu finis jamais à 10 sur ces séances-là. Okay. Et ça, je commencerai d'abord avec ces séances-là. Et ensuite, on peut basculer sur du seuil qui est le cran du dessus, hein, par rapport à ces séances de tempo. Et là, on va être sur des temps de travail un peu plus courts. Et on joue juste sur cette limite de transition entre ça tient et je passe sur la haute intensité. Donc, en général, les gens qui font du seuil, ils le font un peu trop haut. Hein, ils sont en bas de leur haute intensité plutôt que dans le haut de leur moyenne intensité. Donc c'est toujours bien d'être un petit peu conservateur avec ces séances. Et je pense aussi quelque chose qui est important, c'est de se donner de la marge par rapport au nombre de séances qu'on va faire échelonnées sur plusieurs semaines. C'est-à-dire que si tu veux faire un bloc de travail au seuil sur 8 semaines par exemple, eh ben, ta première séance de seuil, c'est pas la séance la plus difficile de seuil que tu vas faire. Clairement, ça va être une séance qui est plutôt facile en fait, mais qui te donne de la marge pour accumuler des séances de qualité sur les semaines qui viennent et dans 8 semaines, avoir une ou deux grosses séances de seuil, mais tu as travaillé pour y arriver. Okay. Alors les gens, ils commencent tout de suite sur le haut du tableau. Alors que non, on commence sur le bas du tableau et on monte étape par étape parce que c'est jamais la séance qui va faire la différence. C'est l'accumulation de séances de semaine en semaine, de mois en mois qui va te faire progresser. Donc il faut faut arrêter de regarder les choses à court terme et se dire, faut que je me massacre parce que c'est cette séance qui va me tourner en champion. Non, c'est le fait de t'entraîner régulièrement, chaque semaine, chaque mois et chaque année, pendant des années, qui va te permettre d'être un champion. Et pour ça, il faut te donner de la marge.
Parce que si tu es toujours en rupteur, à un moment donné, le moteur il explose. Donc on se donne de la marge et on essaye d'être assez conservateur avec ce genre de séance. Je pense que c'est vraiment important que tu rappelles ça, le fait qu'on prenne de la marge et qu'on prenne le temps. Vraiment, parce que ça revient sur le podcast qu'on a fait ensemble où tu signalais déjà le fait que on veut du résultat tout de suite, maintenant, dans un délai super court. Et là, l'idée, c'est vraiment, et moi je le comprends dans ma pratique maintenant, puisque je suis arrivé aussi jusqu'à la blessure pour pratiquer vite et fort pour être le meilleur tout de suite, à quelque chose, en fait, si je prends plus le temps, si j'accumule de l'expérience, je peux devenir meilleur dans le temps et plus fin, plus réceptif à ce que je fais. Et surtout sans brûler la chandelle au debout. Exactement. Parce que ça et moi je l'ai vécu aussi à plusieurs reprises, ma femme l'a vécu également, le fait de juste trop faire, de tout le temps être à bloc, je pense qu'on manque un peu de patience. Et donc de revenir sur quelque chose comme tu as dit, juste prendre le temps de bien faire les choses, pas essayer de tout faire en même temps et se donner le temps de faire les choses bien pour progresser, mais de manière durable. La durabilité, c'est important pour notre planète, c'est important pour nous aussi. Et je pense que, et moi le premier, il y a encore quelques mois de ça, beaucoup n'opèrent pas dans la durabilité. C'est dans le tout de suite. On est pris dans l'engrenage du digital, du monde actuel, tout va à 1000 à l'heure. Mais parfois, il faut prendre 2 pas en arrière, regarder de manière un peu plus large, prendre le temps d'aller marcher en forêt, prendre le temps de bien dormir, prendre le temps de peut-être s'entraîner un petit peu moins si on en a besoin, pour ensuite revenir plus fort, en bonne santé, et pouvoir faire les choses qu'on veut faire pour le reste de notre vie. Pas juste pour les 2 prochains mois. Et apprécier le chemin. Parce que c'est ce qui est le plus important. C'est ça. Ok. Pour revenir sur le seuil, quelle séance au seuil tu me conseillerais en toute première séance au seuil pour moi, par rapport à ce qui ressort là? Il n'y a pas de séance magique. Sans être magique, qu'est-ce que tu me conseillerais? Encore une fois, je te conseillerais plutôt de commencer sur du tempo, qui va te paraître beaucoup trop facile. Va faire un 2 fois 10 minutes à peu près 11,5 km/h. Je devrais ressortir avec à peine un petit peu de charge dans les jambes. Tu vas te dire, c'est quoi cette séance? En général, tempo, on va faire 4 unités de travail pour 1 unité de repos. Donc sur du 10 minutes, on fait 2 minutes, 2 minutes 30 de repos. Ça peut être du trottinage tranquille, ça peut être marcher, après un bon échauffement. Et encore une fois, ça, tu peux le progresser de séance en séance. Et je dirais même, pour être un peu conservateur sur cette progression, tu doubles. C'est-à-dire que tu fais 2 fois la même séance avant de la progresser. Donc tu fais 2 fois 10, tu refais 2 fois 10, soit plus tard dans la semaine, sur la semaine suivante. Et ensuite, tu progresses sur peut-être un 3 fois 8. Tu refais 3 fois 8. Après, tu fais 3 fois 10. Après, tu refais 3 fois 10. Après, tu peux monter sur du 12. On peut monter un petit peu sur ces volumes-là. Après, ça dépend vraiment de ton volume de semaine, ta tolérance aussi à la charge, à la durée de séance que tu as l'habitude de faire. Ça, c'est des paramètres qui sont importants. Donc, il faut que ça colle par rapport à ce que tu as l'habitude de faire. Faut pas que tu cours jamais à ces intensités-là pour 1 heure, 1 heure et demie et que tout d'un coup, tu tapes une séance qui va faire 1 heure et demie avec pas mal de charge quand même parce que c'est pas de la basse intensité. Et avec la course à pied, plus tu montes en vitesse et plus la charge est importante au niveau structurel, articulaire exactement. Donc, moi, je te commencerai avec ça. Et après, sur du seuil, tu peux même commencer sur des blocs de 5 minutes avec 2-3 minutes de repos qui vont être un peu plus soutenus, mais qui, encore une fois, te permettent de maintenir cet équilibre interne sur toute la durée de la séance. Comme exemple, on a 2 vidéos qu'on a fait avec Max sur ma chaîne YouTube sur les séances de seuil. Une séance de seuil classique qu'on a fait avec Claudia et une séance de seuil norvégien qu'on a fait sur piste. On a fait des 400 mètres répétés sur 1 minute de repos si je me trompe pas. C'est 2 formats de seuil qui fonctionnent très bien. Donc tu peux aller t'inspirer de ces séances-là et les utiliser plutôt comme objectif de fin dans ta progression sur tes entraînements de seuil plutôt que ta séance de départ pour encore une fois te donner le temps de voir venir et de progresser ce volume et cette intensité gentiment. D'accord. Ok. Bah écoute, je vais appliquer ça. Super. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur le bilan? Ensuite, on a donc tes 3 domaines, basse, moyenne, haute intensité, les seuils qu'on a déjà vu tout à l'heure au travers des différentes valeurs. Okay. Et pour ceux qui parlent en zone, on modèle à 5 zones ici avec basse ou la zone 1, récupération active, la zone 2, l'endurance fondamentale, tempo, zone 3, seuil, zone 4, VO2 max, zone 5, avec les différentes données de vitesse,
d'allure. Encore une fois, la fréquence cardiaque, ces valeurs, zone 3, 4, 5, elles tiennent sur un format de 4 minutes. Dès que tu vas aller au-delà, ça va aller au-dessus. D'accord. Faut prendre ça en considération. Donc je dirais qu'on a vu la majorité des informations importantes sur le rapport. Juste là, je vois puissance. Est-ce que la puissance dégagée en route en course à pied, il y a une corrélation à faire sur un vélo? Non. C'est la puissance du capteur stride que tu avais sur le pied. Donc pour ceux qui aiment bien les datas, c'est un capteur qui peut être intéressant à utiliser parce qu'il va te donner une mesure de puissance dans ta charge de travail. Ça peut notamment être intéressant pour ceux qui aiment bien, encore une fois, les maths et qui veulent aller tester un modèle de puissance critique en course à pied. Et là, tu peux faire un test de 3 minutes, un test de 12 minutes, regarder les watts que tu as tenus sur 3, sur 12. Il y a des formules assez simples à trouver en ligne pour trouver ta puissance critique, trouver ton W', qui est ta réserve de travail que tu peux faire à haute intensité. Et ça, avec des valeurs en watts, tu peux les utiliser de manière concrète à l'entraînement, sur du fractionné par exemple, en sachant que entre une personne à profil puissant et une personne à profil ultra endurant, c'est possible que le profil puissant ait le double de capacité de travail à haute intensité comparé à la personne endurante. Et donc sur une séance de fractionné, à toute autre chose égale, à seuil 2 égal, etc., la personne puissante pourra faire 2 fois plus d'intervalles que l'autre. J'ai encore une question, c'est même pas une question, c'est un petit test pour toi. Tu sais, je viens faire le semi-marathon de Genève dans 1 mois. Oui. Par rapport à ce qui ressort de mon test, est-ce que tu seras en mesure de lancer sur un pari du temps Alors, que je pourrais établir? Si on prend de manière générale, on a dit deuxième seuil à l'heure 10 kills. Semi-marathon en général, ça va être dans cette moyenne intensité. Où exactement, je ne saurais pas te dire. Par contre, je pense que ça va être dans cette zone intermédiaire ici. Quand est-ce que tu le fais? Le 5 mai. Dans 1 mois? Ouais. Ok. Je pense que ça va être quelque part entre 11 et 12 km/h. J'allais dire possiblement un peu plus, je pense pas. Je pense que ce sera dans cette fourchette-là. Okay. Mais encore une fois, sur ces prédictions de performance, en course à pied, j'ai beaucoup moins d'expérience que ce que j'ai sur le vélo. Donc ne me prends pas au mot. Je suis peut-être complètement à côté de la plaque. Okay. Mais je serais intéressé de voir ce que tu fais sur ton semi. Qu'est-ce que tu vises? C'est une bonne question, tu me mets la pression en disant ça. Je te retourne le test. Dans l'idéal, j'aimerais être en dessous d'1h50, donc à 12. Voilà. Donc je pense qu'on n'est pas loin. J'aimerais être un petit peu au-dessus de 12, donc autour d'1h50. Et clairement, comme tu me l'as dit avant, tu fais beaucoup de fractionnés et de basse intensité. Ouais. Là, il te reste 1 mois. Bourrine sur le tempo parce que c'est ton allure spécifique semi-marathon. Et si tu ne travailles pas à ton allure spécifique, tu n'auras pas la bonne stratégie d'alimentation, tu n'auras pas la durabilité, tu n'auras pas l'aisance et la connaissance de cette allure-là. Okay. Donc, là, switch sur les 4 dernières semaines, travail spécifique semi-marathon. C'est des séances plus longues, c'est du tempo, c'est des séances de préparation spécifique semi, parce que c'est les vitesses que tu vas courir. Et si tu les cours jamais, comme on l'a vu avant, tu auras moins d'expérience avec, et tu auras moins de repères, et ce sera beaucoup plus difficile, et tu passeras un moins bon moment, je pense, que si tu as plus de repères. Ok, rendez-vous dans 1 mois. Super. Impeccable. Merci Sean. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Merci.